Merci à Maximafs pour son don. Pour te remercier, Atlantide, l'Empire perdu. Vers le début des années 2000, Disney est entré dans ce qu'on peut appeler la transition de l'embarras. Malgré le succès des films Pixar, les studios Disney ont remarqué que leurs films classiques avaient de plus en plus de mal à toucher leur cher public. Alors ils ont tenté différents projets pour les reconquérir, notamment en essayant d'être plus cool et plus matures, pour essayer de faire oublier leur image gnangnante de princesse et souris qui parlent. Ce qui est assez marrant parce qu'aujourd'hui, ils ont trouvé le truc qui les rend cool tout en reconquérant leur public avec des princesses classiques. C'est assez marrant. Mais bon, durant cette période, les tentatives étaient... à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer d'un studio aux valeurs traditionnelles qui essaye d'être cool. C'est l'équivalent de ton grand-père qui se dit geek parce qu'il a vu Amazing Spider-Man 2. Certaines tentatives ont marché, comme la célèbre saga Pirates des Caraïbes. Certains ont marché mais pas dans le bon sens, comme High School Musical. Et d'autres se sont lamentablement vautrés, comme La Maison Hantée ou bien plus tard L'Apprenti Sorcier. Mais cela dit, il y a une quatrième catégorie. La catégorie qui essaye d'être cool et mature, mais se voit confrontée aux limites du studio, ce qui fait quand même une tentative touchante et plutôt mignon, comme un gosse qui veut avoir l'air cool. Atlantide, l'Empire perdu fait partie de cette catégorie. Le film raconte l'histoire d'un jeune archéologue inexpérimenté du nom de Milo, joué par Michael J. Fox, c'est le pied, qui se bat depuis des années pour ses théories et celles de son regretté grand-père sur l'Atlantide, contre des professeurs ne voyant pas l'intérêt de financer des recherches sur une chimère. L'Atlantide n'est même pas une chimère, c'est une histoire de Platon qui voulait démontrer en quoi la société parfaite, l'utopie, était vouée à se détruire. Mais bon, fiction et tout ça, admettons. Un jour, il est contacté par un vieil excentrique bourré aux as du nom de Whitmore, un vieil ami du grand-père de Milo, qui lui donne l'occasion de prouver l'existence de l'Atlantide en allant la chercher directement grâce à une équipe composée de personnages colorés et d'une technologie jules-vernienne. Après de nombreux périples, il découvre non seulement l'Atlantide, mais surtout que cette civilisation vit toujours et détient un grand pouvoir mystique. Le film a été réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise, qui ont dans leur CV deux des meilleurs longs métrages Disney, à savoir La Belle et la Bête et Le Bossu de Notre-Dame. Le style graphique fut confié à Mike Mignola, le créateur d'Hellboy, et au scénario, on a eu une brève intervention de Joss Whedon, qui a dû repartir sur d'autres projets. Il avait quand même 3 séries sur le dos, le bougre. Bref, le projet était entre de bonnes mains. Cela dit, le film n'a pas eu un succès rentable, principalement parce que les gens qui commençaient à être lassés par le Disney traditionnel préféraient un film qui insultait le Disney traditionnel plutôt qu'un Disney qui essayait d'évoluer de ce Disney traditionnel. Oh, et aussi les nichons d'une actrice surestimée, mais bon. Et les critiques en général étaient... dans les alentours d'un 10 sur 20, disons. Quand j'étais gosse, j'adorais ce film. Et maintenant, bien que l'appréciant toujours, j'y vois pas mal d'imperfections. Tout d'abord, comme je le disais tout à l'heure, la tentative un peu forcée d'être mature. En fait, le problème c'est que les mecs semblaient hésitants entre le mature et dark, avec un sacré body count, je veux dire, le film commence carrément avec un génocide, et un ton généralement Disney avec des personnages comic relief, des moments cartoonesques, un méchant manichéen, et même une princesse Disney avec Kida Kakash. Kida Kakash? Ah, et tes amis, t'appelles comment? Kida. C'est surtout dommage quand on voit le bossu de Notre-Dame, qui avait un côté mature, naturel et équilibré avec la formule Disney. Il suffit de voir la campagne marketing du film pour comprendre qu'ils étaient hésitants. D'un côté, tu as des affiches mystérieuses, dégageant une atmosphère sombre et envoûtante, et tu as des bandes-annonces très dramatiques. Atlantis is waiting. Et de l'autre, tu as des affiches très colorées avec nos héros qui sourient et des bandes annonces bourrées de gags rigolos. Dans le film en lui-même, tu vois des moments où ils essayent d'être plus matures et ça fait juste gênant, quoi. On va sauver la princesse! On va sauver l'Atlantide! Ou alors on va tous crever! Ouais, t'as beau rajouter « On va tous crever !» ça reste un discours très enfantin et Disney. Aussi, le méchant, le commandant Rourke, bien que badass en lui-même, sa motivation est pourrie. Il essaye de voler le cœur de cette civilisation, condamnant cette civilisation à l'oubli, pour... l'argent. L'argent? L'argent? Je sais pas, moi je dirais l'argent. Sérieux? Mec, la découverte de l'Atlantide va déjà te rendre riche. Ramener un bout de statue va te rendre riche. Ramener un petit cristal Atlante te donne déjà de quoi être riche comme Crésus. Pourquoi détruire la civilisation avec? J'ai même envie de dire, le manuscrit du berger est déjà une découverte suffisamment incroyable pour devenir riche. C'est ce genre de point scénaristique assez grossier qui fait de la peine, parce que même moi, je peux trouver une meilleure explication.
Le film se passe en 1914, raconte qu'il préfère réquisitionner le cristal pour être sûr que l'ennemi ne s'en empare pas, et être sûr de gagner la guerre, faisant un mec qui a trahi les États-Unis après qu'il s'est senti trahi, ou vire encore plus manichéen pour qu'il utilise lui-même ce pouvoir pour conquérir le monde avant qu'il brûle sous la guerre, n'importe quoi, par l'argent quoi. Aussi, le doublage français est excellent, mais le doublage VO est très détaché. Tu sens que ce sont des acteurs non expérimentés en doublage pour des personnages animés avec trop d'énergie et d'expression pour un ton trop calme. Et tu sens qu'ils se contentent de lire un script dans un studio et non d'incarner un vrai personnage. Mis à part quelques exceptions bien sûr, comme l'excellent Leonard Nimoy. Et enfin, dernier défaut, le film est trop court. 1h30 c'est trop peu pour une histoire avec tant de péripéties, tant de trucs à raconter, tant de personnages. En visant les 2 heures, le film aurait pu développer tout son potentiel comme il faut. Alors que là, les relations entre les personnages ont une transition trop expéditive. Que ce soit Milo et Kida qui sont tout d'un coup amoureux, ou Milo et le reste de l'équipe du Ulysse qui part trop vite du on peut pas te saquer, au essayons d'être potes, au je te trahis, au je suis prêt à crever pour toi. Le pire c'est la scène chez Whitmore. On te met du mystère sur le fameux bonhomme, mais avant même que le mystère envoûte, on voit Whitmore sans transition dans un coin. Puis il part en mode l'Atlantide c'est des conneries, et 10 secondes après, voici de quoi trouver l'Atlantide. Et puis il enchaîne sur un moment de tendresse, et 10 secondes après il redevient égocentrique. Ouais, trop speed pour ce genre de scène. Rallonge un petit peu le truc et là tu aurais pu tirer toutes les émotions que tu pouvais en tirer. Cela dit, bien que ses défauts soient assez importants, le film reste un bon divertissement et se révèle même assez touchant et même brillant dans quelques moments qu'il réussit. Le premier point fort du film sont les personnages. Ils sont marquants, colorés et très attachants. Milo est un gaffeur qu'on aime quand même parce qu'il essaye de son mieux et quand il réussit un truc, il le réussit à merveille. Kida est une vraie héroïne cool et assez sexy, Amadou gentil et sympathique, Helga est cool et cynique, Audrey est une dure à cuire charismatique, Cookie et Molière sont hilarants, mais mes préférés sont Madame Placard, qui a toujours ce ton de vieille dame aigrie peu importe la situation et apporte même des dialogues hilarants. Il semblerait que notre unique chance de survie repose sur vous, Monsieur Satch. Sur vous et votre manuscrit. On va tous crever. Et bien sûr, Enzo le spécialiste en explosifs, joué par Jean Reno. Non mais vous avez vu la taille de cette colonne? Ça fait 600-700 mètres de haut au moins. Ça a dû prendre des centaines, qu'est-ce que je dis moi, des milliers d'années pour la construire. Et moi, t'as vu, j'ai construit un pont. Qu'est-ce que ça m'a pris? Quoi? 10 secondes. 11 à tout péter. Comment ne pas aimer un mec aussi cool, quoi? L'animation est bien sûr d'excellente facture et nous offre un véritable spectacle envoûtant à travers de superbes séquences, que ce soit la plongée du Ulysse, la transformation de Kida ou encore le climax. Ça vaut vraiment le coup de le prendre en Blu-ray. Le tout parfaitement accompagné par la musique de James Newton Howard qui fait probablement une de ses meilleures compositions avec ce film. L'humour fait quelquefois rupture avec le ton sérieux de certaines scènes, mais dans l'univers Disney, ce genre de truc passe comme une lettre à la poste, et malgré quelques lourdeurs, le film a un très bon humour. Beaucoup ont reproché au film de plagier ses personnages et même son concept sur l'animé Nadia et le secret de l'eau bleue. Et ouais, tu peux y voir pas mal de similitudes, que ce soit le côté Jules Vernien, le thème de l'Atlantide, l'héroïne au teint sombre ou le héros aux grosses lunettes. Et ce n'est pas étonnant de la part de Disney vu qu'ils ont fait pareil avec le Roi Léo, ou même de la part de Josh Whedon qui a fait pareil avec Cowboy Bebop. Cela dit, je vois plus ça comme une inspiration, une forme d'hommage envers des fans d'animation japonais, qu'un véritable plagiat. Et de plus, moi qui regardais Nadia à l'époque, je n'avais jamais remarqué cette similitude, parce que j'y voyais surtout des similitudes avec le film Stargate. Ouais, le bigleux qui a une théorie farfelue, mais une vieille personne lui donne sa chance et le fait partir dans une expédition vers l'inconnu avec des militaires, il y trouve l'amour, sauve une civilisation, et il reste avec une femme dont il est tombé amoureux, et les militaires rentrent pour cacher l'existence de cette civilisation pour le bien de l'humanité. Mais comme le côté plagiat de Nadia, je le reproche pas, car le film exploite différemment ses éléments et fait preuve d'une certaine passion pour ce qu'il raconte, malgré quelques défauts évidents. De nos jours, Atlantide est devenu une sorte de film culte, adoré par beaucoup de fans, et espère même avoir un monde dédié au film dans Kingdom Hearts. C'est vrai que ce serait cool d'ailleurs. Personnellement, ce film est très imparfait, cela dit je salue la tentative et l'envie de faire un film de ce genre, et j'apprécie énormément les éléments que le film réussit. Maintenant, Disney s'est trouvé la combinaison gagnante avec Marvel et les dessins animés à la Reine des Neiges, mais peut-être qu'un jour ils se permettront une nouvelle tentative dans le genre, parce qu'il y a de quoi faire un truc mortel après quelques améliorations par-ci par-là. Il y avait un projet de série télé qui fut recyclé en une suite directe en DVD après l'échec du film, peut-être que j'en parlerai de cette suite, avec un autre bonus boîte magique. Et ils ont aussi fait plusieurs jeux vidéo, dont un s'est retrouvé par je ne sais quel miracle sur le PlayStation Network. Sérieux, ce jeu n'était même pas si bien que ça. Qu'est-ce que ça... Oh, qu'impossible!